Les probabilités sont des choses un petit peu vicieuses. Non seulement elles sont partout dans nos vies, mais en plus notre cerveau n'est pas franchement doué pour les comprendre. Résultat, eh bien souvent elles nous précipitent dans des pièges qu'on appelle des biais. Et qu'est-ce que c'est qu'avoir un biais? Eh bien ça revient à appréhender la réalité de façon erronée. Le biais en quelque sorte c'est un prisme à travers lequel on regarde la réalité, et un prisme par essence a pour vocation de déformer la lumière qui le traverse. Eh bien le biais c'est pareil, il déforme notre vision et notre compréhension du monde, il peut être de plusieurs natures, statistiques, cognitifs, culturels, émotionnels, etc., etc. Et ces biais ne sont pas juste théoriques, il faut savoir qu'ils influencent nos choix au quotidien, souvent, sans qu'on s'en rende compte. Ok, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais on va illustrer ça avec 3 concepts assez simples. Le premier, c'est la boîte de beignets. Vous prenez une boîte de 10 beignets dont un seul est fourré au chocolat. Chaque fois que vous en prenez un, vos chances d'avoir celui au chocolat augmentent, c'est simple. Plus vous avancez, plus l'événement devient inévitable. Ça, c'est de la probabilité conditionnelle, chaque choix modifie les chances du suivant, comme si la boîte se vidait de ses possibilités. Alors j'ai bien conscience que dire probabilité conditionnelle avec une voix un petit peu grave et mystérieuse, ça en jette énormément, mais rassurez-vous, c'est un mot beaucoup trop compliqué pour désigner un concept extrêmement simple qui est, plus vous mangez de beignets qui ne sont pas au chocolat, plus vous avez de chances de tomber sur le beignet au chocolat. Ok, jusqu'ici vous me suivez, c'est facile, c'est tellement facile à comprendre que personne ne tombera dans un biais devant une boîte contenant 10 beignets dont un seul au chocolat. Ok, maintenant passons au deuxième exemple qui se trouve à un niveau légèrement supérieur mais pas non plus sorcier, la roulette de casino. On a 2 amis qui décident d'aller au casino. Ils décident de jouer à la roulette avec une règle simple, miser 10 € par tour, pas plus, pas moins. Le premier mise sur le rouge à chaque tour, convaincu que c'est la meilleure stratégie, et le second, lui, observe. Au premier lancer, la probabilité pour que la bille tombe sur le rouge est d'environ 50%. Un petit peu moins car il y a le 0 qui est en vert, mais pour simplifier l'exemple, imaginons que le rouge et le noir ont 50% chacun de tomber. La roulette tourne et pas de bol, la bille s'arrête sur le noir. Ok, tant pis, après tout il avait 50% de chance de gagner, mais aussi 50% de chance de perdre, alors c'est assez normal. Et c'est parti pour le deuxième lancer. Notre joueur remise sur le rouge en disant de toute façon c'est 50-50, mais celui d'à côté lui dit attends non, c'est pas 50-50 parce que le noir est déjà tombé, donc tu as 25% de chance que ça fasse 2 noirs d'affilée. Le premier demande attends pourquoi, je comprends pas tout, et le second lui explique. Eh bien parce qu'en 2 tours il y a 4 combinaisons possibles, soit tu fais rouge-rouge, soit tu fais rouge-noir, soit tu fais noir-rouge, soit tu fais noir-noir. Et donc parmi ces 4-là, tu as une seule de ces combinaisons qui correspond à 2 noirs d'affilée, donc tu as 25% de chance de faire 2 noirs d'affilée et donc de perdre. Et repas de bol, la bille retombe sur le noir. Et donc là, le deuxième joueur qui est toujours observateur lui dit « Écoute, à ce stade, la probabilité d'avoir 3 noirs consécutifs, elle est de 12,5%. » Pourquoi? Eh bien parce qu'avec 3 tours, il y a 8 combinaisons possibles, et encore une fois, une seule d'entre elles correspond à 3 noirs d'affilée. Et le premier joueur, celui qui joue, lui dit « Ok, je vois le raisonnement, mais quand même, il y a le même nombre de rouges et de noirs sur la roulette, et donc au moment où on lance la bille, la probabilité d'avoir rouge ou noir, elle doit être à 50%. Mais en même temps, merde, c'est vrai qu'avoir 3 noirs d'affilée, c'est une chance sur 8 combinaisons, donc c'est aussi 12,5%, et donc il remise sur le rouge. La bille tourne et pas de chance. Noir, une 3e fois. Et puis une 4e, une 5e, et jusqu'à 9 fois d'affilée, elle tombe sur le noir. Et là, le deuxième homme qui était observateur lui dit « Ok, je joue aussi et je mise ma baraque sur le rouge parce que c'est le moment, parce que le rouge va sortir, parce qu'on a eu 9 noirs d'affilée. Tu te rends compte de la probabilité pour que ça arrive, à quel point c'est rare et à quel point on a été malchanceux jusqu'à maintenant. » Et donc le deuxième homme, il prend sa calculette, il calcule combien fait une chance sur 2 exposant 10 et il obtient une chance sur 1024. Et donc il dit à son pote qui jouait depuis le début « Est-ce que tu te rends compte qu'avoir une série de 10 noirs d'affilée, ça représente une chance sur 1024 ?» Donc là, ça veut dire qu'on a 1023 chances sur 1024 de tomber sur le rouge. Donc toi tu fais ce que tu veux avec tes 10 balles, mais moi là je vais miser ma baraque parce que je suis sûr de gagner. Ok, spoiler, et la plupart d'entre vous l'ont déjà compris, mais le deuxième joueur dit que de la merde. Il dit que de la merde parce que depuis le début, il tombe dans ce qu'on appelle le biais du parieur. Le biais du parieur, aussi appelé sophisme de Monte-Carlo, repose sur l'idée fausse que la roulette aurait une mémoire et chercherait à équilibrer les résultats. En d'autres termes, un joueur pourrait croire qu'après une série de noirs, le rouge doit forcément sortir, mais c'est totalement faux. La roulette n'a aucune mémoire, chaque lancer est effectivement indépendant et les probabilités restent toujours les mêmes, 50% pour le rouge, 50% pour le noir. Alors oui, obtenir 10 noirs d'affilée est très rare, il n'y a qu'une chance sur 1024 pour que ça arrive, ça c'est exact. Mais le truc c'est qu'obtenir 9 noirs suivis d'un rouge est tout aussi rare, avec également une chance sur 1024 d'arriver. En réalité, chaque combinaison spécifique sur 10 lancers, qu'il s'agisse de 10 noirs ou de 5 rouges et 5 noirs dans un ordre précis, a exactement la même probabilité. Une chance sur 1024.
Ok, là vous me dites que j'invente pas l'eau chaude, que c'est tout à fait logique et bateau de comprendre qu'on a 50% de chance de gagner à chaque lancer à la roulette. Je sais, et ça tombe bien parce que c'est pas ce biais-là qui nous intéresse, mais c'est son inverse. Le biais du survivant. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les ingénieurs de l'US Air Force voulaient renforcer le blindage des avions pour qu'ils survivent mieux au combat. Ils ont donc pris des avions revenus de mission et remarqué que tous ces avions avaient un point en commun, les ailes étaient criblées de balles, beaucoup plus que les autres zones. Et après cette observation, ils ont établi la conclusion logique suivante. Les ailes sont beaucoup plus touchées que les autres zones pendant les combats, donc nous allons renforcer les ailes, beaucoup plus que les autres zones, afin qu'elles résistent pendant les combats. Et ils ont failli le faire. Heureusement, à ce moment-là, il y a un type du nom d'Abraham Wald qui a dit les gars, je crois qu'on va faire une connerie parce que les avions que vous êtes en train d'analyser sont uniquement ceux qui ont survécu et qui ont réussi à rentrer. Et là, il y a Jean-Michel de la Conta qui a probablement dit un truc du genre attends, on a 200 avions rapatriés qui sont criblés aux ailes, on va renforcer les ailes. Parce que ça veut dire que dans les combats, ce sont les ailes qui sont les plus touchées. Regarde, on a 200 avions qui sont touchés aux ailes. Et spoiler, Jean-Michel de la Conta disait que de la merde. Et Abraham Wald lui a probablement rétorqué gentiment « Non, c'est faux, ça veut juste dire qu'on n'a absolument pas les données sur tous les avions qui se sont fait dézinguer et qui n'ont pas pu rentrer, mais qui, eux, auraient peut-être eu besoin d'un blindage. Le truc, c'est qu'on n'a que les données sur ceux qui sont revenus, et donc ceux qui sont revenus sont peut-être justement revenus parce qu'on ne leur avait tiré que dans les ailes. » Résultat des courses, ils ont fini par écouter Monsieur Wald et à renforcer les endroits où il y avait le moins de trous possible, et devinez quoi, ça a extrêmement bien marché. C'est exactement ça le biais du survivant. C'est un raisonnement qui nous pousse à tirer de mauvaises conclusions en se basant uniquement sur les survivants visibles, tout en oubliant de prendre en cause les échecs qui sont absents ou invisibles parce qu'ils n'ont justement pas survécu. Je pourrais aller encore plus loin dans les biais cognitifs et vous parler des biais de confirmation présents dans les horoscopes ou des biais de disponibilité qu'on peut lire par centaines sur les réseaux sociaux. Vraiment, je pourrais parce que ça me passionne et que ça commençait à peine à devenir intéressant. Mais on va se contenter de se dire qu'à partir du moment où le beignet au chocolat tombe sur la roulette de casino et que ça commence à en foutre partout, c'est qu'on a fait une erreur de jugement et que c'est potentiellement à ce moment qu'on se retrouve dans la merde. Ok, si vous êtes encore là, c'est que vous vous attendez à ce que je commence enfin à raconter un témoignage qui va vous foutre les jetons, et rassurez-vous, il y a de très fortes probabilités pour que ça arrive dans les 10 prochaines secondes. J'espère que ça vous plaira. Bienvenue dans Hostile. Été 2005, nord du Michigan. On est à la fin de l'année scolaire, il fait chaud et trois copines inséparables, Maria la courageuse, Sophie l'intello et Kim la geek un petit peu chépère sont en terminale. À cette époque, on écoute Linkin Park et Green Day, Kim passe ses soirées à jouer une elfe chasseresse sur World of Warcraft. C'est la grande époque des premiers smartphones, Facebook commence à décoller et les trois filles vivent leur meilleure vie d'adolescente, dans cette espèce de dernier tumulte d'émotions et d'insouciance avant l'âge adulte. L'année prochaine, elles seront séparées, chacune part dans une université aux quatre coins du pays, alors cet été 2005, elles vont vraiment en profiter. Il faut savoir qu'on est dans le nord du Michigan, le Michigan sauvage, là où il y a plus de forêts et de lacs que d'habitants. Alors les villes sont assez espacées et entre les petits patelins paumés, il n'y a que des routes sinueuses, bordées d'arbres. Après une journée de shopping et de café latte au Starbucks, elles rejoignent une fête chez un pote de pote qui a une immense maison sur les hauteurs de la ville avec une piscine. Ça boit dans des grands gobelets rouges, ça joue au beer pong. Il y a des joueurs de l'équipe de football du coin qui rentrent de leur match du vendredi soir. Elles draguent, se font draguer, rigolent et puis il est pas loin de minuit et demi, il se fait l'heure de rentrer. Or, il se trouve que Sophie conduit une petite Ford Fiesta qui est plus vieille qu'elle et affiche 300 000 km au compteur. Ok, on va pas se mentir, la voiture est une épave totale. Un tas de ferrailles ambulants qui toussent et calent régulièrement, le moteur chauffe, l'embrayage grince, les essuie-glaces essuient dans des trajectoires complètement aléatoires. Bref, c'est une espèce de tondeuse en fin de vie, mais pourtant à chaque fois, elle démarre. La petite Ford Fiesta est devenue une blague entre elles, elle cale, elle rit, elle redémarre, elle rit, le miracle continue, et avec le temps elles ont fini par y croire comme si cette voiture était invincible. Non, t'inquiète, ce genre de vieux moteur, c'est increvable. Ok, c'est parti, elle s'installe dans la voiture. Sophie prend le volant, Maria monte et met un CD de Hoobastank, Kim s'allume une clope et ouvre une bière. La vieille voiture démarre et s'engage sur une longue route qui est censée serpenter dans les bois pendant une centaine de kilomètres avant de la ramener chez elle. Attendez, j'ai dit qu'elles avaient démarré.
Alors non, pardon, la vraie version, c'est que ça met Oubastank, ça s'ouvre une bière, ça s'allume une clope, certes, mais la voiture cale. 3 fois. Kim et Maria font la grimace, mais Sophie les rassure, les filles, commencez pas. Ça s'est bien passé à l'aller, ça va bien se passer au retour. Et puis les 3 copines rigolent, c'est vrai, on oublie qu'on a affaire à la Ford magique de Maria, la Ford invincible, il n'y a aucune raison pour qu'on soit biaisé par toutes les fois précédentes où elle a démarré par miracle. Et vous savez quoi, la voiture finit par démarrer. Non, vraiment, je vous jure, la voiture finit vraiment par démarrer et part de la grande villa située sur les hauteurs de la ville et s'engage sur la petite route qui est censée serpenter dans les bois à travers les forêts sur une centaine de kilomètres avant de la ramener chez elle. Il est un petit peu plus de minuit, elle se trouve à environ 1 heure de leur domicile. La route est déserte, autour d'elle pas un lampadaire, pas de lune, seulement les forêts de sapins sur des collines dans la nuit noire, éclairées seulement par les phares bien jaunes de la petite Ford. Maria est assise sur le siège passager et petit détail qui sera important pour la suite, elle a une très mauvaise vue. Retenez ça, sa perception des reliefs et de la profondeur est presque inexistante. La petite Ford avance sur la route étroite et vallonnée et serpente donc au milieu des bois. La voiture atteint bientôt le sommet d'une colline et lors de la redescente, elle se met à faire un bruit étrange. Le genre de bruit de moteur qui fait pas vraiment plaisir à entendre lorsqu'on se trouve sur une petite route perdue en pleine nuit au milieu de la forêt. Elle est pas en panne, elle est pas en panne, elle est pas en panne, se répètent les filles ensemble, c'est impossible, elle est pas en panne parce qu'elle est invincible, répètent encore les filles ensemble. Et lorsque la voiture arrive en bas de la pente, la voiture s'arrête. Kim elle râle incrédule en mode « Non mais sérieux, c'est quoi ce délire ?» Comme si ce qui venait de se passer était hautement improbable. Mais Sophie garde son sang-froid. Les filles, c'est Emma Ford, je la connais, elle l'a déjà fait, laissez-moi checker un truc sous le capot vite fait, je pense savoir d'où ça vient et c'est impossible qu'elle tombe en panne. Elle met le warning, ouvre la portière, sort et Kim qui est un peu trouillarde répète « Faites que ce soit pas en panne, faites que ce soit pas en panne, faites que ce soit pas en panne ». Sophie revient 3 secondes plus tard. Ok les filles, mauvaise nouvelle, la voiture est en panne. Les voilà donc officiellement coincés en pleine forêt, aux alentours de minuit, sur une route sur laquelle personne ne circule. À savoir qu'à cette époque, on est en 2005, les smartphones existent à peine et elles savent même pas ce que c'est. Alors autant vous dire que Waze ou Google Maps, c'est de la science-fiction, le seul truc qu'elles pourraient avoir, c'est un GPS TomTom, mais elles en ont pas parce que ça coûte cher. On est à une époque où quand on est jeune, on imprime les itinéraires sur des feuilles A4, enfin on essaie d'imprimer parce que les imprimantes domestiques fonctionnent 1 fois sur 10. Donc on résume, les 3 filles n'ont pas de carte, pas d'itinéraire et ne connaissent pas le numéro d'un dépanneur de tête. Le seul truc qu'elles ont, c'est Maria, qui est la seule à avoir un copain et qui connaît son numéro par cœur. Les filles sortent leur vieux Nokia, mais surprise, aucun réseau disponible chez personne. Ok, je rectifie, les voilà donc officiellement coincés en pleine forêt aux alentours de minuit, sur une route sur laquelle personne ne circule, sans la possibilité d'appeler qui que ce soit. Bon. Au début, ça rigole un petit peu nerveusement et puis très vite, elles commencent toutes à la voir mauvaise et naturellement, la peur s'invite gentiment dans le petit groupe. Ok les filles, il faut vraiment, mais alors vraiment qu'on garde notre sang-froid, dit Maria. Et spoiler, c'est pas du tout ce qui se passe. Parce que 10 minutes plus tard, Kim est en pleine crise d'angoisse et Sophie essaie de lui faire un massage feng shui des lobes de l'oreille pour la détendre, mais la réalité c'est que c'est la panique totale dans la Ford. Alors Maria, qui est la courageuse du groupe, décide de prendre ses responsabilités et de sortir ses potes de là. Parce qu'elle a une idée. Elle va grimper, seule en haut de la colline, pour tenter de trouver du réseau. Elle prévient donc Kim et Sophie qui restent garder la voiture de bon cœur. Non, vraiment, ça les dérange, mais alors pas du tout d'être les gardiennes de la voiture qui est en panne et que personne ne peut voler, pendant que Maria grimpe en haut dans la forêt en pleine nuit pour voir si elle peut trouver du réseau. Et donc Maria se met en route et commence à grimper de plus en plus haut tout en regardant sur son téléphone, dans l'espoir qu'une petite barre apparaisse en haut à droite. Mais toujours rien. Toujours rien, alors elle continue de marcher un bon quart d'heure et elle parvient au sommet de la colline. Elle regarde à nouveau son téléphone, rien, pas une once de réseau. Là, elle soupire, elle se dit « Merde, c'est pas possible, on peut pas être aussi poisseuse », alors elle tourne un peu la tête à gauche, à droite pour voir si elle voit pas les lumières rouges d'une antenne au loin. Le truc, c'est qu'on l'a dit un petit peu plus tôt, mais elle a une très mauvaise vue et nous sommes en pleine nuit. Et le seul truc que son regard peut accrocher, c'est la silhouette d'un très grand arbre, éclairé par la pleine lune. Et il se trouve que les premières branches de cet arbre sont plutôt basses, de sorte qu'il est possible de les attraper et d'essayer d'y grimper. D'y grimper plutôt haut. Alors Maria a une deuxième idée qui est ce qu'elle est. Elle va grimper dans cet arbre pour prendre de la hauteur et essayer d'avoir une petite barre de réseau. Elle se met à marcher sur le sommet de la colline dans la direction du grand arbre et une fois qu'elle y arrive, elle se balade un peu autour du tronc pour voir un peu le plan d'escalade qu'elle va mettre en place. Elle précise au passage qu'elle est précisément dernière de sa classe en escalade, mais bon, pas le choix, il faut se lancer, alors c'est parti, elle se lance.
Elle attrape une branche, pose ses pieds contre le tronc, se hisse, attrape une nouvelle branche, pousse sur ses jambes et ainsi de suite, de plus en plus haut. Et tandis que Maria est en pleine ascension et se trouve à peu près à 6 ou 7 mètres de hauteur, elle sent son paquet de cigarettes glisser hors de sa poche et est tombée au sol. Mince, bon, trop tard, tant pis, elle grimace et espère qu'elle les retrouvera dans le noir en redescendant, mais elle continue de grimper. Une branche après l'autre, un pied après l'autre, une main après l'autre. Lorsqu'elle arrive au plus haut qu'elle peut grimper, elle sort son téléphone, ouvre le clapet avec une petite boule au ventre et là, miracle, elle capte. Ok, soulagée, elle appelle son copain Victor qui ne décroche pas, alors elle rappelle encore, et Victor finit par répondre. À sa voix, elle comprend qu'elle l'a réveillé, il n'est pas franchement aimable, alors Maria lui explique la situation. Ok, Victor réalise, il demande où elle se trouve et Maria brode un peu du mieux qu'elle peut les indications géographiques qu'elle possède pour établir un semblant d'emplacement, le nom de la route, d'où elle vient, où elle va et approximativement les kilomètres parcourus. Ok, Victor voit où c'est, il lui assure qu'il se met en route immédiatement et lui dit de s'enfermer dans la voiture avec ses copines et de l'attendre. Oui, c'est fait, t'inquiète, je suis dans la voiture avec mes copines actuellement, mitonne Maria depuis le haut de son arbre. Alors, on va le redire, mais Maria voit très mal et elle a pas ses lunettes aujourd'hui. Alors la descente est assez périlleuse, une jambe après l'autre, une main après l'autre, une branche après l'autre, tout doucement car elle y voit rien. Et puis soudain, sa main se pose sur quelque chose d'absolument horrible, collant et dégueu. Ce truc dégueu, il s'agit d'une grosse goutte de sève. Alors elle peste, elle essaie de s'essuyer sur sa chemise, mais elle oublie qu'il s'agit de sève, une invention du diable en personne, qui colle tellement qu'il faut se passer la main dans un broyeur à ordures pour espérer s'en libérer. La sève se colle à sa chemise, s'étale sur sa main, c'est atroce, alors elle frotte contre son jean, contre le tronc, et tandis qu'elle se bat contre l'affreuse sensation de collant sur les doigts du haut de sa branche, elle perçoit un truc. Et ce truc, c'est un son. Un son assez étrange, quelque part dans la forêt, à quelques mètres en dessous d'elle, qui fait quelque chose comme... Et soudain, il n'y a plus de sensation de collant qui la dérange. Maria se fige et tend l'oreille pour tenter d'identifier d'où provient ce son non identifié. Et fatalement, celui-ci semble se situer au sol et pas hyper loin d'elle, ou plutôt beaucoup trop proche de là où elle se trouve. Et ce son a l'air d'être produit par un truc qui se déplace assez vite. Maria ne voit rien car elle se trouve dans le noir total, mais elle entend clairement le bruit, et le bruit se rapproche. Le bruit se rapproche si bien qu'il finit par se trouver à présent juste au pied de l'arbre dans lequel elle se trouve. Maria est terrifiée. La chose qui fait ce bruit est au pied de l'arbre dans lequel je me trouve. Bordel, je fais quoi? Et puis soudain, le bruit s'arrête et le silence retombe sur le sommet de la colline. Mais Maria sait, elle le sait, que ce qui a fait ce bruit se trouve bien juste en dessous d'elle, à 2 ou 3 mètres plus bas, et se tient immobile pour une raison qui lui échappe. Maria est terrifiée, mais elle fait la seule chose qu'elle peut faire sur le moment, c'est-à-dire rien. Elle se cramponne aux branches de toutes ses forces et attend, sans faire aucun son. Et ça dure. Le silence dure, le truc ne bouge pas, mais Maria tient. Elle ne bouge pas parce qu'elle n'a pas entendu la chose en dessous bouger non plus, et donc elle sait que ce truc est toujours là. Et puis, au bout d'une dizaine de minutes, elle est sur le point de perdre patience, elle a mal partout, elle se dit que le truc est reparti sans faire de bruit, que c'était juste un animal sauvage, que la voie est libre et qu'elle reste immobile dans son arbre pour absolument aucune raison. Et au moment où elle va pour se remettre à descendre, elle entend une toute petite brindille craquer. Une toute petite brindille qui veut dire « ne bouge surtout pas ». Et puis le son se remet en mouvement, ce qui veut clairement dire que ce truc qui faisait ce bruit était au pied de l'arbre, à attendre. Mais bon, ça y est, il a l'air de s'éloigner dans les bois, dans la direction opposée. Maria se fera pas avoir 2 fois, elle attend vraiment un bon moment avant de bouger, et une fois qu'elle entend vraiment plus le bruit, elle décide d'attendre encore pour être sûre. Elle se dit même qu'elle est prête à attendre jusqu'à l'aube s'il faut dans son arbre, mais elle se rappelle qu'elle a laissé sa voiture et ses copines en bas et que Victor est en route. Alors avec la peur au ventre, elle entame sa descente et se retrouve au sol. Elle se fige, tend l'oreille. Les bois sont complètement silencieux. Elle cherche un peu ses cigarettes, mais vraiment très succinctement, elle n'a pas envie de rester ici. Et comme elle ne les a pas trouvées au bout de 10 secondes, elle abandonne ses recherches et redescend au pas de course en direction de la route et de la voiture. Elle arrive en bas et heureusement, elle trouve Victor carré à côté de la vieille Ford, avec ses copines qui l'attendent. Elle l'embrasse, monte dans la voiture de Victor, repart et jamais elle ne saura ce qu'était le truc qu'elle a entendu là-haut, dans le noir, sur la colline.
Ou plutôt elle aimerait que ça se passe comme ça, mais lorsqu'elle arrive, la scène est un peu différente. Il n'y a pas de Victor, les feux de la voiture sont éteints, plus de warning, tout est silencieux, pas une lumière dans la voiture qui est sur la route au milieu du brouillard, elle entend pas ses copines, alors elle se dirige lentement vers la Ford en se disant « Mince, j'espère qu'elles sont encore dedans quand même ». Et lorsqu'elle arrive tout proche, heureusement, la vitre se baisse un peu et elle entend la voix de Kim qui dit « Maria, putain, t'étais où ?» Maria lui montre juste la colline derrière elle et répond un truc du genre « Comme je te l'ai expliqué pendant que tu faisais une crise d'angoisse, je suis monté dans la colline, j'ai réussi à trouver du réseau et j'ai prévenu Victor. » Et là, au lieu de se réjouir, Kim lui dit un truc du genre « Chut, parle pas si fort et rentre vite dans la voiture. » Maria, elle comprend pas vraiment la réaction, mais elle se glisse sur le siège arrière avec ses deux copines. Sophie verrouille les serrures, les vérifie une par une pendant que Kim remonte la fenêtre et s'assure que les autres sont bien fermées. Petit détail important pour la suite, l'une des fenêtres est d'ailleurs bloquée et laisse quelques centimètres de vitre ouverte, alors mettez ça dans un coin de votre tête, ça servira plus tard. Et d'ailleurs, en voyant que cette fenêtre ne remonte pas, Kim et Sophie ont une réaction un petit peu particulière. Elles paniquent. Et Maria qui vient de revenir, elle comprend pas vraiment leur réaction, alors elle leur dit « C'est quoi le problème avec cette vitre? C'est pourquoi vous paniquez comme ça ?» Kim et Sophie échangent un regard appuyé et se tournent vers Maria avec un air qui veut dire un truc du genre il faut qu'on te dise un truc assez important, mais on n'a pas du tout envie de t'en parler parce que ça va t'inquiéter. Et Maria leur dit, bon les filles, accoucher, c'est quoi le truc? Qu'est-ce qui se passe? Et là, Kim lui confie que tout à l'heure, juste après qu'elle soit partie dans la colline, elles ont aperçu un type sortir de la forêt, passer devant elle, passer devant la voiture, traverser la route et s'engager sur ses pas en courant vraiment bizarrement, comme s'il dansait. En voyant ça, elles ont paniqué, elles ont éteint les lumières et se sont calfeutrées dans la voiture et ont prié pour que Maria revienne saine et sauve. Évidemment, elles ont essayé de l'appeler mais aucun réseau et Maria leur dit « Bah c'est génial, merci les filles, merci de m'avoir laissé à mon sort ». Et là, Maria fait le lien. Elle fait le lien avec le bruit bizarre qui se baladait dans le noir au milieu des arbres en haut de la colline, tandis qu'elle se trouvait en haut de l'arbre. Elle comprend alors que si elle ne s'était pas arrêtée pour essuyer la sève sur sa main, elle serait probablement descendue de l'arbre et serait tombée nez à nez avec le bruit étrange. Elle comprend aussi que le bruit étrange en question n'était ni un renard ni un sanglier, ni aucun animal de la forêt, mais un homme. Un homme qui visiblement la poursuivait dans les bois depuis plusieurs dizaines de minutes, sans qu'elle le sache, en courant très bizarrement, comme s'il dansait. Maria raconte sa version à ses copines, elle a été au sommet de la colline, elle a grimpé un arbre et en descendant elle a entendu un bruit et bordel le type était juste en dessous. Naturellement la peur qui était déjà là commence à vraiment faire son job et tout le monde dans la voiture se met à flipper sa race. Et c'est tout à fait normal parce qu'elles viennent de réaliser qu'elles sont dans une voiture en panne au milieu des bois et de la brume, avec un type bizarre qui rôde, court bizarrement comme s'il dansait en émettant des sons bizarres. Mais elles ont une carte à jouer, Victor. Victor, le copain de Maria, est actuellement en route et devrait arriver d'ici une dizaine de minutes. Ça devrait le faire. Et 10 minutes, c'est long. Atrocement long lorsqu'on attend quelqu'un dans ces conditions au milieu de la forêt, dans le silence absolu, avec un type qui rôde. Alors elles attendent 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, rien ne se passe et soudain, Kim se met à gémir et à pleurer pour aucune raison apparente. Du moins en premier lieu, et puis Sophie et Maria lui disent arrête avec tes crises d'angoisse, là ça va pas recommencer, ça va pas nous aider, qu'est-ce qui se passe là? Mais Kim ne fait pas une crise d'angoisse, elle regarde à travers la vitre en direction de la forêt, bien droit, quelque part, et tout en sanglotant elle leur dit les filles, je veux pas vous faire peur mais j'ai vu un truc. Quelques longues secondes passent, pas beaucoup mais suffisamment quand même pour que le silence soit très désagréable, et puis elles l'entendent. Par la petite entrebâillure de la fenêtre qui ne ferme pas, les 3 filles se recroquevillent de peur en espérant secrètement qu'elles seront moins visibles, mais le bruit se rapproche, encore et bientôt le voilà, beaucoup trop près d'elles, quasiment à côté de la voiture, et évidemment qu'il est à côté de la voiture parce qu'elles ont beau se recroqueviller comme des souris sur la banquette arrière, une voiture au milieu de la route, ça se remarque. Maria n'a pas du tout envie de faire ce qu'elle va faire, mais elle est bien obligée, alors elle prend son courage à 2 mains, elle colle son front et regarde à travers la vitre. Et là, derrière la buée, il y a une silhouette. La silhouette d'un homme assez grand, à 50 cm de la voiture.
Faites que ce soit Victor, faites que ce soit Victor, faites que ce soit Victor, se répète intérieurement Maria. L'homme se penche et c'est pas Victor. En prenant tout son temps, il colle son visage à la vitre de Kim et se met lentement à sourire de toutes ses dents, comme s'il avait trouvé une sorte de trésor dans la voiture. Personne ne hurle, silence de mort, les 3 filles sont muettes de terreur. Elles se regardent, elles le regardent, il les regarde, et puis Kim se met à hurler de peur. Sophie, elle se met à hurler sur le type, elle klaxonne, elle allume les pleins phares pour l'effrayer, mais rien ne se passe. Le type reste de glace et continue de sourire en les observant. Ensuite, l'homme se redresse calmement et marche lentement le long de la voiture jusqu'à se trouver au milieu de la route, en plein dans les phares. Maria ne distingue pas très bien les traits de l'homme, mais il semble mesurer 1m90, être assez maigre et ne pas avoir plus de 30 ans. Cheveux courts, bruns, la peau très pâle, un visage allongé. Et très clairement, il y a un truc qui va pas sur sa gueule, il a un air très malsain. Qui me raconte qu'il a les yeux clairs, une barbe de 3 jours et un air à la fois inquiet et joyeux. Et surtout, il leur sourit à pleines dents. Le petit détail qui alerte encore plus Maria, c'est qu'on est en été, il fait chaud et l'homme porte une espèce de doudoune et un pantalon en velours. Et elle percute alors que le bruit bizarre qu'elle entendait dans la colline, c'était le frottement de la doudoune. L'homme reste planté là un petit moment à sourire et puis soudain, il enroule ses bras autour de son visage et commence à marcher, mais pas de façon normale, à marcher de façon atypique. Comme s'il marchait en rythme. Ouais, en rythme. Comme s'il dansait. Et là, sous les yeux horrifiés des 3 filles, il entame une sorte de danse folle autour de la voiture, 2 pas en avant, 1 pas en arrière, 2 pas en avant, 2 pas en arrière, tout en souriant et en croisant ses mains devant son visage. Et à ce moment précis, Maria reconnaît l'exact même bruit qu'elle a entendu dans les bois. Et donc si elle entendait ce bruit, ce rythme là-haut sur la colline, quand elle était dans son arbre, ça veut dire que le type était juste là, dans le noir, quelque part à la chercher, en dansant de cette même manière. Les 3 filles sont bien forcées d'assister à cette chorégraphie de l'enfer et toutes les 3 elles se décomposent en larmes. Et puis pour aucune raison, l'homme au pantalon de velours se fige, avance vers la voiture, se penche une nouvelle fois et regarde à travers la vitre, cette fois droit dans les yeux de Maria. Là Maria lui dit quelque chose comme « Casse-toi espèce de malade, mon copain est en route, il va pas tarder à arriver, il va te péter la gueule si tu continues à faire ça. » Et ça a beau être vrai, l'homme ne bouge pas. À la place, il la fixe longuement, et puis tout en reculant, il finit par disparaître dans la forêt. Bon bah, il suffisait de demander, chuchote Kim pour détendre un peu l'atmosphère. Et les 3 filles se marrent, elles sont soulagées, le type est parti, et Victor est censé arriver, alors elles guettent la route. Quelques minutes s'écoulent, et Victor n'arrive toujours pas. L'ambiance est pas dingue dans la petite Ford Fiesta, et puis soudain la voix de Sophie perce le silence, c'est pas sa voix habituelle, elle a une voix qui est chevrotante, déconfite par la peur, une voix qui articule les mots « Oh putain de merde, non, il revient ». Et effectivement, l'homme vient de sortir des bois et avance sur le bord de la route, toujours en dansant, 2 pas en avant, 2 pas en arrière. Sauf que cette fois, il y a un petit détail qui a changé. Et le petit détail, c'est que l'homme trimballe cette fois une grosse branche d'arbre derrière lui, une très grosse branche d'arbre. Le genre de branche qui pourrait complètement péter une vitre. Et lorsqu'il arrive au niveau de la voiture, il prend la branche et oui, vous le savez déjà, il se met à cogner contre la vitre. Il frappe 1 fois, il frappe 2 fois, mais la petite Ford résiste et les vitres ne cèdent pas. Alors il fait demi-tour, disparaît dans les bois, mais les filles n'ont pas le temps de se dire « Ouf, il est parti » parce que 3 secondes plus tard, il ressort en courant à toute vitesse. Elles n'ont pas non plus le temps de réaliser qu'en fait il prenait juste un peu d'élan pour venir dégommer la fenêtre. Par contre, elles ont bien le temps de voir qu'il court très vite et de façon très bizarre, comme s'il chevauchait un cheval. Putain, la scène n'a aucun sens, mais ça va trop vite et bam, il met un énorme coup dans la portière et puis il recommence, il galope, prend de l'élan, percute le pare-brise qui se prend un gros pet, mais elle ne casse pas car on est sur du verre feuilleté des années 90. Les filles sont naturellement terrifiées car la violence des coups est en train d'escalader et tout ça commence à leur donner quelques indices sur les réelles intentions de cet homme. Mais soudain, des phares. Victor arrive, accompagné de son grand frère, Rick. Ils sortent de leur pick-up, se dirigent vers les filles. Les 2 garçons sont très grands, ils mesurent respectivement 1m95 et 2 mètres. Maria est soulagée, c'est fini, ils vont dissuader l'agresseur. Car il faudrait vraiment être taré pour se montrer agressif avec Victor et Rick vu leur carrure. Et les 2 garçons sont également assez sereins car ça n'est jamais arrivé qu'on se frotte à eux lorsqu'ils étaient ensemble. Ouais, c'est vrai, il faudrait être taré.
Victor et Rick font sortir les filles de la voiture et en les voyant, l'homme étrange à la doudoune et au pantalon de velours se met à danser et disparaît comme un lâche dans la forêt en portant sa branche avec lui. Victor les rassure, ça va aller les filles, on est là, maintenant il va rien se passer et il en est certain parce que jusque-là personne ne s'en est jamais pris à lui et à son frère quand ils étaient ensemble. Et l'espace d'une fraction de seconde, il a l'image d'un beignet d'une roulette de casino qui lui traverse l'esprit mais il fait pas vraiment gaffe à ça. Victor en tout cas, les biais il s'en balance parce qu'il fait 2 mètres et 110 kilos et que l'endroit est maintenant désert, l'homme a disparu et tout va bien. Mais Maria a peut-être oublié de leur préciser un truc. Elle a peut-être oublié de leur préciser qu'on parle d'un homme qui se promène la nuit dans la forêt avec un pantalon en velours côtelé et une doudoune alors qu'il fait 25 degrés, que cet homme poursuit les filles dans les bois en dansant et tape sur les voitures avec un bâton en mimant qu'il fait du cheval. Et c'est vraiment dommage que Maria ne leur ait pas précisé ça parce que du coup il y a 2 choses que Victor ne voit pas arriver. La première, c'est un truc dont j'ai également oublié de vous parler, le biais de normalité. Ça ne m'est jamais arrivé, donc ça ne peut pas m'arriver. Et la seconde chose que Victor ne voit pas arriver, c'est le type qui sort des bois à toutes jambes avec un bâton brandi au-dessus de sa tête et qui lui court dessus. Le type arrive dans son dos à pleine vitesse et si son frère Rick ne l'avait pas prévenu sur le coup, eh bien le bâton lui aurait fracassé le crâne. Mais heureusement, Victor évite le coup de justesse. Par contre, il sent le vent provoqué par la violence du geste et il réalise que le mec tout pâle, tout en doudoune et tout maigrelet qu'il est, qui tient le bâton, l'a frappé avec l'intention de le tuer. Rick arrive à pousser le type assez loin, tout le monde finit par rentrer dans le 4x4, Victor verrouille les portes, démarre le moteur, mais l'homme en doudoune est devant la voiture. Il se tient dans les phares et ne montre aucune volonté de bouger. Pire, il leur sourit avec toutes ses dents et commence à agiter le bâton avec lequel il a voulu fracasser le crâne de Victor, comme pour lui dire « Regarde ce que j'ai failli te faire ». Victor il a bien une idée derrière la tête mais il a pas envie de finir en prison et il dit « Nop nop » à la petite voix dans sa tête qui lui suggère de rouler sur le type et de partir le plus vite possible. Alors il fait marche arrière, demi-tour et commence à accélérer dans le sens inverse. L'homme il tape un petit peu sur la voiture, se met à la poursuivre comme un fou et puis naturellement il le distance et tous les 5 disparaissent. Dans la nuit. Ça y est, c'est bon, cette fois c'est pour de vrai, il ne peut plus les rattraper. C'est terminé. Bon, tout le monde est un petit peu choqué, ils finissent par passer la nuit chez Victor car personne n'a envie de rentrer dormir seul chez lui. Et le lendemain matin, Maria en se réveillant, elle réalise qu'elle a laissé sa petite Ford au milieu de la route, en plein milieu de la forêt et qu'il va falloir aller la chercher. Elle motive Victor et Sophie, ils arrivent donc vers 10h à la voiture avec le dépanneur. La route est toujours déserte, on entend bien quelques oiseaux mais en dehors de ça, pas une trace de l'homme bizarre. L'ambiance est glaciale et les 3 jeunes sont pas rassurés parce qu'à tout moment ils s'attendent à voir un type sortir des bois en courant avec un bâton pour leur fracasser le crâne. Mais rien ne se passe. Ils s'approchent prudemment de la petite Ford tout en regardant autour d'eux. Et là ils aperçoivent quelque chose coincé dans le petit espace de la fenêtre bloquée qui ne fermait pas. Et pour une raison inconnue, il tombe sur les cigarettes de Maria qu'elle avait fait tomber au pied de l'arbre. Quelqu'un les a sorties du paquet et les a soigneusement glissées une par une, bien alignées dans le petit interstice de la fenêtre, qui ne fermait pas bien. Bonne nuit. Ah oui, et si tu veux nous soutenir, commente, like, partage sur YouTube, mets 5 étoiles sur Spotify ou Apple ou abonne-toi sur Patreon. En plus, t'auras les épisodes en avance. Allez, ciao. Et au passage, merci à Charles et Jérémy pour l'abonnement, vous êtes les boss.